Thio, dis-moi, c'est toi qui l'as, Poulen Davy? Poulen Davy. Ouais, je l'ai. Mais c'est quoi qu'il y a dedans? Il y a des traces de doigts dessus. Mais c'est pas un morceau de. Attends, regarde là. Ah oui, c'est un bout de carotte. C'est un bout de carotte, ça. Ouais, définitivement, c'est un bout de carotte. Bon, laisse tomber celui-là. Passe-moi tes Radoris plutôt. Mais pareil, il y a plein de trucs dégoûtants dessus. C'est quoi? C'est des morceaux là? Oh putain. Ah bah alors, ça, c'est un bout de tote. Ça, c'est du chobon. Ah, ça, je le reconnais à la couleur. C'est chobon. En dessous, voilà, on a un bout d'El Pouillou. Et dessous, c'est encore Warloff, quoi. Il nous reste ses poils, quoi. Voilà, donc merci à eux d'avoir participé à la journée mondiale des lépreux. Voilà. Faites comme nos tipeurs, donnez de vous-même. La voix des bulles présente. Ah ouais, non, mais là, c'est dur à enchaîner, là, les mecs. La voix des bulles présente le podcast BD bimensuel qui fait ce qu'il peut avec ses bonnes résolutions en début d'année. Pas que tu le fasses, tu vois. J'en avais une mieux de toi. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui emmerde les rois mages et leurs gâteaux pourris ultra chers. Ça fait des trucs improvisés, très bien. Coucou les gens, bienvenue dans cette chouette émission qu'est le One A Club pour un numéro 181 exceptionnel. Exceptionnel car nous allons parler de bande dessinée, oui, mais de vraies bandes dessinées. Nous allons voir que l'on ne peut pas forcément juger un livre à sa couverture, que ce sont des choses trompeuses, que parfois il faut savoir aller au fond des choses, qu'il faut ouvrir, pénétrer dans la lecture et la littérature, car la bande dessinée c'est la littérature, pour l'apprécier et la comprendre. Je suis One A Pied. Pour m'accompagner, nous avons donc notre cher Thio, juste là. Tu cherches avec ton doigt en l'air. Tu l'as mis où le doigt là précisément, dis-moi. Là, il est au niveau de la bière. Voilà. Là, nous avons Tizak. Aïe. Voilà, pour ceux qui ont la vidéo. Là, j'y suis. Aïe. Et nous avons Jérôme ici pour nous accompagner aussi. Non, pas Jérôme. Hein. Non, pas Jérôme. Mais moi, j'ai pas droit à un doigt dans le... Non, ok. Si. Regarde, il y a tu as fait les doigts sur le haut. Quand même, demander aux voisins du dessous. Ouais, quand même. C'était quelle émission de télé où ils étaient dans les cases? L'Académie des Neufs. Ah oui, c'est présenté par Jean-Pierre Foucault. Ouais. Ils avaient droit à des massages prostatiques aussi? Aussi, avec Sim. Qui avait d'autres dedans Garcimore. J'ai fait vous faire un petit tour de carte. J'ai fait un petit tour de machine. Tu vois les petits rats. Il a disparu. Pour revenir au sujet, et un peu au sommaire de cette émission, parce que messieurs, on n'est pas là pour rigoler, hein. On est des gens sérieux. Surtout quand on fait des blagues des années 80. Oui, quoi. c'est ça. Que 70 peut-être même. Ouais. C'est-à-dire qu'on a perdu tous les auditeurs de moins de 40 ans. Je vais commencer par vous faire une petite rubrique webcomics où je vais vous proposer 3 BD à lire en ligne gratos à l'œil, parce que moi je suis comme ça, je suis généreux. Après on parlera avec le travail des autres, tu vois ça. Voilà. Après je serai beaucoup moins non mais ils ont été payés la plupart pour ça. Je serai beaucoup moins généreux parce que je vais vous proposer quelques pavés. Quelques pavés. Dont Poulen Davy, Terra Doloris, Le Veilleur de Brume, Le Rapport de Brodeck, les 2 tomes. Là on y est dans du pavé les gens. Ah bah là il y a du pavé là monsieur. On va être un peu plus léger avec Rouen par son chemin et on enchaînera par Les Amphores de Pompéi. Un express que je partagerai cette fois-ci avec Thio, avec Ayakashi, le tome 2, et Daredevil, les tomes 4 et 5. Sur ce, je pense que nous avons dit assez de conneries avant ce début d'émission. Et c'est parti. Nous pouvons tout de suite enchaîner avec mes jingles qui veulent pas partir, avec mes raccourcis clavier. Online. Il faut le dire, quoi, quand ça part pas avec les raccourcis clavier. Je vais donc vous parler, pour commencer, de Panama Al Brown. Panama Al Brown est donc une adaptation en numérique d'une bande dessinée qui a été sonorisée et mise en place par Arte. C'est un peu fort là pour le coup, il faudra que je règle. Un petit peu fort. Ouais. Comment je règle le son de... Non mais c'est pas le moment, Pierrick. Ouais, tiens regarde. Parle plus voilà fort. comment je règle le son de... Voilà, dans ta gueule. Donc c'est du scrolling, du case à case. C'est vraiment adapté à du mobile. Il y a une animation avec mélange de photos d'époque.
Et c'est une vraie adaptation de la bande dessinée qui existe en papier. Toi, tu l'as lu, Jérôme, apparemment. Mais c'est une adaptation ou c'est la même chose? C'est une vraie adaptation par l'auteur, entre autres. Donc c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose parce que tu vas avoir. Je pense que l'histoire est la même chose. Je sais pas s'il y avait des photos dans le livre original. Non. Et c'est en anglais, tout en anglais? Parce que je sais pas pourquoi ils ont mis la version En anglaise. voilà une bonne idée d'article. C'est de l'anglais. Voilà. Hop, tiens, il y a le français et il y a le Dutch parce que c'est Arte qui a produit. Ah. C'est Arte qui a produit. Voilà. Donc tout est mis en scène de façon vraiment superbe. Il y a des images d'archives qui sont liées à la BD. Waouh. Magnifique. Et ça marche super bien. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Ça nous raconte l'histoire de Panama Al Brown, qui était un boxeur qui a été 3 fois champion du monde poids coq, qui était ami avec Cocteau, des poètes, etc. Boxeur noir, boxeur oui, noir. Boxeur noir, oui, il faut le préciser. En gros, disons que c'est sous l'angle d'un reporter qui, alors que Cocteau vient de rentrer à l'académie, je sais pas ce qu'ils font comme conneries, ils en jettent de partout, vient d'entrer à l'académie et décide de trouver cette approche pour parler de l'arrivée de Cocteau à l'académie. C'est un discours dans lequel Panama Al Brown est cité. J'ai pas tout lu encore, mais c'est super bien fait. Moi, j'ai vraiment adoré. Apparemment, c'est quand même très bien adapté au mobile. C'est sonorisé, mais c'est pas de la musique directive. Donc, c'est vraiment de l'ambiance ou des phrases courtes. Ça marche vraiment super méga bien. C'est en partenariat avec Tétu et l'équipe. Oui. Il était homo, Panama Al Brown C'est une Al question. Brown. C'est- Non mais il faut lui interdire. Hein. Aucune idée. Bref. Al Brown. Voilà. On va pouvoir passer à la bande dessinée suivante. Alphonse Brown. Donc, nous allons parler de Last Quest. Oui, alors là tu le fais bien parce Ouais, que ouais. pour le coup, je pense qu'il aurait manqué une petite voix et un jingle avec une musique en 8 bits. Voilà. Donc, c'est Prieur et Malgras. On avait déjà vu des BD qu'ils avaient fait, eux, une sorte de reprise de Astérix, version western, un peu trash, qui était super rigolote. Là, donc, ils ont eu une commande de la Fondation Glénat. Donc, ils ont aussi été payés, pour le coup, pour ce projet-là, pour faire une série que, j'avoue, Last Quest, ça porte bien son nom. On est vraiment dans quelque chose de numérique. Et c'est de la quête. On est sur un scrolling. Amandine précise que Al Brown était homo. Voilà. Bah, Merci j'imagine- Amandine. J'imagine que si Tétu était lié au truc, en général, c'est que, bon, il y a quand même un lien. Donc, on est sur de la BD en scrolling. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment bien foutu, bien dessiné. Et en gros, on nous raconte l'histoire d'un peuple où il y avait un truc qui les protégeait, qui avait un bouclier avec les 4 éléments représentés dessus. Mais il y a eu une catastrophe et les 4 éléments étaient séparés à travers la galaxie. Mais ensuite, le peuple a sombré. Et pour sauver le truc, ils doivent retrouver les 4 éléments. Bon, j'avoue, Bon, c'est le 5e élément, mais c'est qu'il n'y en a que 4. le scénar m'a semblé mais bateau au possible d'un point de vue. Il aurait pu être bi. Elle continue. Al Brown. Merci pour ça. Oui, pas le Mais- scénario. ouais. Et moi, je continue parce qu'on m'a dit, ouais, on s'occupe pas du chat, donc bon. Non, mais sûr. Donc- Lisez la BD, c'est super bien. Panama Al Brown en BD. Oui, et puis en numérique, franchement, ça tue aussi. Non, mais en BD, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est de la BD aussi, mais en numérique, monsieur. Le BD papier, très bien. L'archiviste. Bon, bref. Oh, putain, les deux vieux, on dirait le Muppet, quoi. Bon, Kermit la grenouille, on se passe de tes commentaires. Merci. Donc, alors, parce que quand même, le papier, c'est plus sympa, hein. c'est bien fait. Le premier chapitre, on dirait vraiment qu'ils ont pris tu sais, une sorte de grosse bande dessinée introductive où on va te présenter les personnages et l'histoire du monde. Ils l'ont super synthétisé avec quelqu'un qui t'explique. Ouais, et puis ils ont choisi l'équipe, alors ils ont pris ça, machin, machin. Et après, on arrive sur des chapitres qui vont nous montrer chaque pays dans lequel ils vont se retrouver. Et l'équipe, c'est la fille badass, le mec bourrin et le robot rigolo. On est vraiment dans du cliché. Je sais pas jusqu'où ça va. J'ai pas fini, donc je sais pas s'il y a un retournement. On Parce peut que- voir la fille badass à l'écran, s'il te plaît? Mais oui, on peut voir. Oui, 2 secondes, on n'est pas aux pièces. Voilà, tu vois, hop, ça charge. Tu vas pouvoir voir la fille badass. Et en gros, c'est. Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Ouais, t'as raison, c'est pas sur le même écran. C'est pas sur mon écran. Oui, bien sûr, elle est là. Enfin, elle ressemble furieusement à Sillage quand même, hein. À, Ouais, je pense à qu'il- Navis oui. de la série Sillage. Je pense que c'est bourré de clin d'œil. Et connaissant les auteurs, il est possible qu'il y ait un retournement de situation rigolo à la fin. J'ai vu sur plusieurs de leurs BD numériques que j'ai vus, c'était le cas. Donc voilà, c'est Last Quest sur leur site a priori Malgras. Et puis vous trouvez les liens sur la page du site. Il faudrait que je les mette dans le chat, mais je peux pas gérer les lives, le machin chose, Ouais. le chat. Alors, si je puis me permettre, Pierrick, articule. Donc chez Prieur Malgras, Prieur, trait d'union,
malgras, malgras.com. Oui, mais leur nom c'est Prieur et Malgras. Oui, mais Voilà. articule. Voilà, mais Merde, mais ça t'as l'habitude. Nous passons maintenant au Monde Brûle. J'ai pas des jingles à une époque. Oh, vous me faites chier, vous avez qu'à faire la technique un peu. Voilà, enfin bon, on va peut-être pas non plus revenir là-dessus, mais il y a des propositions qui ont été faites. Ouais. Je pourrais en profiter. Donc, c'est sur Instagram, le Monde Brûle. Oui, il faut c'est que sur j'en tire. Instagram. Et donc, ça nous raconte l'histoire de Gilles et JM qui bossent dans une boîte dans un monde où les pauvres sont très pauvres et les riches très riches. Et eux, ils essayent de trouver un super truc qui pourrait aider les pauvres, tu vois. C'est une technologie, tu leur mets une puce aux pauvres et tu as toutes les informations sur eux. Et comme ça, comme ils ont faim et qu'ils s'ennuient, ça permet de faire des matchs. Comme ça, ils se rencontrent, ils deviennent copains et ils pensent moins qu'ils ont faim. C'est super cool comme technologie. La mise en couleur, ça fait piquer les yeux, non? Ouais, mais... C'est mythique, j'ai faim. C'est totalement ça. C'est super rigolo au niveau. Enfin, c'est très cynique. C'est complètement cynique. Et, Ah bon? pourri. Non, parce que quand tu dis c'est très rigolo. Ah oui, non, mais c'est. Ouais. C'est très un cynisme. Et tu vois, ces deux personnages qui sont mais vraiment des merdes. Alors, à un moment donné, il y a le comité d'éthique qui leur dit non, mais attendez, votre truc, nous, on est le comité d'éthique. On est une IA, en fait, le comité d'éthique. Et on a pris les paramètres de tous les anciens présidents qu'il y a eu pour qu'en fait, pour plus que vous emmerdiez avec la politique. Comme on a une IA qui a analysé tous les présidents, etc., il s'occupe de faire la République tout seul. Mais c'est bien, moi. Mais tu vois, Comme ça, c'est les gens, ils géré, peuvent penser à autre chose, c'est quoi. tranquille. Là, puis au mais moins, ça coûte moins cher. C'est ça. Imagine en Belgique s'ils avaient eu ça. Tu vois, ils auraient pas été plus tranquilles. Bref, c'est bourré d'humour. Il y a un dessin, moi, que j'aime bien, qui colle bien du Instagram, où tu vas voir du case à case en scrolling, etc. En lu vite fait. Tu as des animations et des petits sons de temps en temps assez rigolos. Genre, à un moment donné, il te parle d'un truc technologique, le gars, il a une fumette. C'est un truc que tu mets dans la bouche, on dirait, tu sais, un gag, là, un baillon SM. Et en fait, ça te permet, c'est une sorte de cigarette électronique, mais sans les mains. En même temps, c'est pratique hein, quand tu es attaché, j'ai envie de te dire. Voilà. Et c'est bourré de Bon, petites trouvailles, toutes plus absurdes les unes que les autres. Mais ils ont déposé un brevet parce que sinon, il y a peut-être un truc à se faire. Hein. Ah oui, non, mais je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Bref, voilà. Moi, j'ai trouvé ça Ouais, c'est ça, la gagball vaporette, moi j'aime bien. très drôle. Donc, ça s'appelle Tu Le peux me Monde Brûle. remplir la boule, s'il te plaît? C'est par Monsieur Scotch qui lui a un Tipeee qui marche mieux que le nôtre, donc il est pas riche parce que c'est pas difficile, mais qui lui permet de produire sa bande dessinée que je trouve vraiment très 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 sympathique. Voilà, jingle, transition vidéo, ça va? Ça y est, voilà, on y est. Donc, on peut attaquer le vrai cœur de l'émission? Ouais. Savoir les chroniques. Foulane Devi. Alors, Foulane, un petit avis pour vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à venir nous en parler. Personnellement, je dirais Poulane Davy. Jérôme a dit tout à l'heure Foulane Davy. À vous, Cognac G, pour nous donner. À vous les studios. à vous les studios, pour nous donner votre avis. Voilà, moi je pense que PH c'est purement franco-français, donc je pense que moi j'aurais dit Poulane Davy. Donc bref, toujours dit que c'est quoi Poulane Davy? Poulane Davy déjà, c'est pas quoi, c'est qui? Voilà, parce que pas tout le monde forcément connaît et parle le Bande d'incultes. Et donc c'était une reine et des bandits. Mais où ça, me direz-vous? Avec un nom pareil, on se doute, non? Eh bien voilà, donc ce n'était pas en Provence, c'était donc en Inde. Ah, donc tu peux arrêter l'accent pourri alors. Oui, carrément. Ah, C'était- merci. C'était la fausse piste. Voilà, les blagues à part, j'adore. C'est ce que tu faisais tout à l'heure, mais c'est mieux quand c'est toi qui fais. Absolument. Vas-y, poursuis. C'est bien fait. Amandine, les archivistes sont pro-numériques, mais ça n'empêche pas... hein, d'accord? Quoi, ça empêche pas de quoi? De sentir le vieux papier? Bisous. Oui, c'est vrai. Donc, Poulain Davy, Reine des bandits par Claire Fauvel, qui est au scénario. Fauvel. J'ai eu la musique là d'un coup. Claire Fauvel. Avec toutes nos excuses, Claire. Désolé. C'est sa faute à lui. Tellement je t'aime, je pense à toi. En plus, elle est gentille comme tout, elle est mignonne comme tout, Claire. Mais je n'en doute absolument pas. Tu Donc, la Je l'ai rencontrée une fois, oui.
Donc Claire Fauvel au scénario, au dessin et à la couleur. Elle fait, je pense, aussi les livraisons de bouquins. Et donc, le café, si tu lui demandes, il est c'est gentil. ça. Donc Poulain Devi, reine des bandits, c'est une femme, tout d'abord une jeune fille, une petite fille même, au tout début, puisqu'on commence au tout début de sa vie et on ira quasiment jusqu'à la fin de celle-ci. Non, alors là, je m'élève en faux, pas du tout. On ira quasiment. Ah non, l'album s'arrête plus de 20 ans avant sa mort. Donc non. Allez, vas-y, finis ton pitch. Merci. Donc on ira presque à la fin de sa vie, avant À 20 ans près. avant la partie politique et avant son assassinat. 20 ans quand même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que les gens aient fini leur pitch avant de les contredire. Putain, c'est On fera compliqué après. quand même. Hein. On fera après. Et donc. Mais on te contredira, rassure-toi. Ok. Ah Mais on te coupe plus. mais c'est le principe même de cette émission. Quand même, il faudrait faire preuve de beaucoup de mauvaise foi, n'est-ce pas? Et donc cette jeune femme qui a fait preuve d'énormément de modernité malgré un manque de culture, malgré un manque d'éducation, beaucoup de résistance, beaucoup de résilience dans un monde qui est extrêmement cruel avec tout le monde et plus particulièrement avec les femmes. Donc on se situe en Inde, où bien évidemment les castes sont toujours de mise, et bon, mais il se trouve que malheureusement pour elle, elle fait partie d'une des plus basses castes possibles en Inde. Elle se retrouve mariée en dehors du cadre légal qui est déjà plutôt lax. Avec ça, elle se retrouve mariée en dehors du cadre légal à l'âge de 11 ans avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle. Et celui-ci n'est pas censé pouvoir avoir de relations sexuelles avec elle avant un certain âge, puisque normalement elle n'a pas le droit d'être mariée, et malheureusement elle est maltraitée, elle est violée, elle est enlevée à ses parents, elle retourne avec ses parents mais qui la soutiennent mais un petit peu mollement, voilà, c'est compliqué. Quelque part, elle n'a pas rempli le contrat. Elle aurait pu faire un effort. C'est un peu compliqué de toute façon avec le poids culturel, le poids du voisinage, les pressions économiques. Quand je dis économique, c'est directement vital pour pouvoir fonctionner au quotidien. Bon, son père n'était quand même pas le plus courageux des hommes non plus. Pas méchant, hein, mais. Pas le méchant bougre, mais pas très courageux non plus pour se dresser contre les gens qui abusaient de lui, de sa famille. Des millénaires de tradition. Voilà. Et donc on va naviguer au départ dans ces castes-là, et puis ensuite cette jeune femme va s'en extraire et va être embarquée par un groupe de hors-la-loi, de bandits, et elle va monter son propre groupe de mécréants. Mais attention, c'est pas simplement des bandits qui sont là pour voler et s'enrichir, on est plus proche pour certains d'entre eux, d'un idéal de Robin des Bois, pour d'autres, de bandits de bas étage. Et elle, au milieu de tout ça, va devoir lutter entre son désir de faire le bien et son désir de vengeance, et profiter de sa position armée pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et rendre coup pour coup ce qu'elle a pu vivre pendant de nombreuses années. Et donc voilà, je ne vais pas plus en dire, mais on va partir pendant, on va dire, presque une moitié de livre sur sa vie en tant que petite fille, et sur une autre moitié de livre en tant que jeune femme et brigande de grands chemins. Jérôme, tu avais envie de parler tout à l'heure. Tu valides? Ouais. Oui, Mais non. moi, si. Alors, c'est vraiment, c'est assez exceptionnel en termes de biographie mise en album. Donc, c'est inspiré en fait de la biographie de cette Poulain Devi, ou Phoolan Devi, vous faites votre choix. Donc, elle a dicté en fait à une journaliste, puisque c'est une femme qui était analphabète. C'est assez exceptionnel, sauf que ça s'arrête en 1985. Donc, puisque effectivement c'est en Inde, mais c'est pas il y a si longtemps que ça. Hein, c'est dans les années 70. Et c'est quand même vraiment une réussite. Après, ça serait intéressant quand même d'avoir la deuxième partie de sa vie, je pense, parce qu'elle a été dans les luttes, elle a été dans les luttes politiques, elle a été députée 2 fois, et elle est assassinée en 2001. C'est donc une histoire vraie. Voilà, mon petit regret, c'est qu'effectivement ça s'arrête en 85, au moment où en fait elle va négocier avec le pouvoir en place une immunité pour les crimes commis en échange d'un appui politique, en fait, parce qu'elle est très populaire auprès des classes populaires, justement, auprès des basses castes dont elle est issue.
C'est vrai que le système de caste indien est très contraignant à ce niveau-là, mais du coup, pour en avoir l'appui, il faut avoir quelqu'un issu de ces castes-là. Elle en est issue et donc elle apporte son appui et moyennant son appui, le pouvoir politique en place lui donne une immunité judiciaire. Donc ça s'arrête à ce moment-là. C'est hyper bien sur la problématique de la caste, la problématique de la condition de la femme en Inde, qui est très très actuelle. Hein. C'est pas parce que c'est dans les années 70 que c'est pas le cas aujourd'hui. On est encore complètement dans cette situation-là aujourd'hui en Inde. Malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution et l'Inde est quand même le premier ou le deuxième pays au monde où il y a le plus de viols. Juste une petite précision, Amandine Capello a dit que c'était a priori feu. Feu. Merci Amandine. Amandine Capello. Amandine Capello. Ouais. Merde, putain. Et oui, donc voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'était tout. Mais moi, contrairement à toi, ça m'a pas manqué. La fin ? La deuxième partie, non, parce que c'est autre chose. Toute cette première partie, elle se bat avec son cœur, avec ses tripes, et elle est en partie victime. Et dans une deuxième partie, même quand elle est chef de brigand, elle est malgré tout victime de son passé et victime de ses émotions qui la submergent à de nombreux moments. On le voit vers la fin du récit, à partir du moment où elle essaye de sortir de prison, etc. Elle rentre dans un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas et dans lequel elle est complètement perdue et pour lequel les fusils vont lui servir à rien et son manque d'éducation la met dans une position de proie facile. Il va falloir qu'elle soit extrêmement bien entourée pour arriver à s'en sortir. Donc on rentre dans un propos qui est radicalement différent, je trouve. On n'est plus sur l'humain, on est sur la politique. Et effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un deuxième tome, clairement. Mais il aurait une tonalité et une saveur forcément différentes. Oui, non, mais tu as absolument raison. Thio ? Bon, alors en fait, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a été obligé de tous le lire ? Parce que je l'ai proposé en coup de cœur, parce que j'ai adoré. Mais c'est pour ça que je voulais finir. Ouais. Parce que je sais que ça va pas l'être. Moi, tu vas pas finir. Hein. Et que voilà, c'est pour ça. Donc, Thio, ton avis à toi ? Alors, mon avis, c'est un bon bouquin. L'histoire est exceptionnelle. Tu pars de la fange, quoi, du truc vraiment dégueulasse. Tu t'élèves, moi, j'ai vécu tout ça. J'étais dedans, voilà. J'étais dedans, j'ai trouvé ça des moments très malsains, des moments, tu es révolté quand tu le lis. Tu passes par, tu vois, c'est une sorte d'ascenseur émotionnel, ce Fallen Devi, en fait. Tu passes par tous les états. Mais elle a eu une vie tellement exceptionnelle, voilà. Je trouve que la BD, en fait, si tu veux, ne m'a pas assez retranscrit le truc. J'ai tout vécu, je suis d'accord. Tu vas peut-être me dire, ouais, mais justement, si tu as eu toutes les émotions, c'est que quelque part, ça a fonctionné. Et oui. Justement, si tu as eu toutes les émotions, c'est quelque part, ça a fonctionné. Exactement. Ça a fonctionné de ce côté-là, mais. Et tu pourrais lui dire que. Ça a fonctionné, mais ça m'a pas. Tu vois, j'ai pas fait. Waouh, putain, c'est exceptionnel cette BD. Non, l'histoire est exceptionnelle. Mais la BD en elle-même, ça m'a pas. Ça manque de super-héros ou Non, c'est pas forcément ce truc, alors, mais- rappelle-toi que c'est une discussion qui a eu lieu dans une autre émission où il y a eu une sorte de débat vis-à-vis de Marie Curie parce qu'elle n'était pas assez glamour, tu vois. Donc non, c'est pas besoin qu'il y ait du super-héros ou qu'il y ait du glam, quoi. Mais finalement, est-ce que le média, voilà, pour moi, s'y prête, quoi. Je sais pas. Ça m'a pas enthousiasmé. Sa vie, c'est un modèle. Il y a des tas de choses à apprendre dedans, quoi. Mais la bande dessinée, ça m'a fait... Voilà. J'ai découvert, parce que voilà, je ne connaissais pas du tout le personnage. Tu en avais déjà entendu parler. Pas du tout. Dans les culottés. Oui, j'en ai entendu parler dans les culottés. C'est après que j'ai fait le lien, en fait. Mais sinon, quand tu m'as dit Fallen Devi, il faut que tu le lis, c'est super bien. Je ne savais pas qui c'était. Après, en lisant le truc, oui, j'ai fait le lien avec les culottés. Mais là, non. Voilà. Moi, je suis pas fan du tout, quoi. Bon, je vais finir pour expliquer pourquoi est-ce que je le recommande, même si ça ne sera vraisemblablement pas un coup de cœur, ce n'est pas grave. Vous m'avez trahi, comme vous le faites toujours. Je ne vous en voudrais pas. Bref, moi, ce que j'ai adoré, c'est déjà ce dessin, que je trouve très efficace, superbe. On n'est pas dans
une volonté de réalisme, on est dans une volonté d'intensité, de mise en scène, d'efficacité. Moi, c'est du semi-réalisme quand même, ça reste assez... Voilà, un travail sur la couleur aussi, qui va jouer sur beaucoup de scènes de nuit, qui sont assez magnifiques, dans des teintes bleutées qui marchent très bien. Voilà, moi j'ai déjà trouvé le dessin, la façon de raconter, superbe, parce qu'on sent qu'il y a une sorte de recul vis-à-vis du récit, tout de même, qui a été pris par rapport à la biographie. Ça restait de l'autobiographie. Moi, il y a ce recul que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue du dessin. Après, au niveau du récit, la vie de Phoolan Devi est impressionnante, exceptionnelle, mais le truc qui m'a rendu cette histoire encore plus attachante, c'est tous les aspects moraux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'elle fait où on va dire non mais c'est pas possible, c'est pas bien, etc. Mais en fait, on se rend compte surtout qu'on est dans une culture qui n'est pas du tout la nôtre, qui a un rapport qui a un rapport au bien et au mal qui est différent. On n'est pas dans ce côté judéo-chrétien qu'on peut avoir par chez nous. Et ça donne une saveur à cette histoire que j'avais rarement vue, en fait. Dégoûtante. Oui, il y a un côté dégoûtant parce que nous, on a ce regard judéo-chrétien derrière. Mais quelque part, tu te dis, oui, toutes ces réactions-là sont assez humaines. Est-ce qu'on doit pardonner à cette femme les trucs horribles qu'elle a fait? Mais vu ce qu'elle a subi, c'est difficile de se mettre de ce point de vue-là, sachant qu'à chaque fois, on va avoir notre regard déformé par notre culture. Et moi, voilà, avoir ce regard-là, avoir ce recul dans la façon de raconter pour ne pas forcément insister, ça reste assez froid, hein, les scènes même, tu vois, de viol, etc. Ça essaye pas de faire dans le pathos, ça nous montrer des choses très crues. Ça nous montre des choses avec un peu de distance. C'est violent, c'est dur, mais voilà, pour moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était ça, c'est de pouvoir me dire, merde, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette même morale que nous, cette même façon de penser, et moi je trouve ça toujours captivant de découvrir d'autres façons de penser que la nôtre. Alors, et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Je dirais pas la même chose que toi. La façon de penser et ce qui rend la chose détestable, dégueulasse, absolument atroce, c'est que tout le monde sait que ce n'est pas normal, mais sous le poids de la caste, sous le poids du patriarcat, ils l'acceptent quand même. Tout le monde, c'est pas une histoire de culturellement, non. Ils savent très bien que c'est dégueulasse et ils savent très bien qu'ils n'ont pas à le faire, et comme je le disais tout à l'heure, ils transgressent même des règles qui sont déjà limites. Donc tout le monde sait que ce n'est pas à faire. Oui. Mais par le poids des traditions, par le poids du patriarcat, des règles de caste, etc., mais également par les pressions économiques, par les pressions politiques, par les pressions de policiers, de la corruption, qui est énormissime, eh bien, il y a des choses absolument atroces qui se passent. Moi, pour être honnête, je peux pas mettre un coup de cœur sur le bouquin. C'est pas que le bouquin soit mauvais. Le dessin est bon. Moi, j'aurais préféré autre chose comme type de dessin là-dessus, mais après, ça n'engage que moi. C'est pour le coup presque trop enfantin comme dessin, un peu trop gentillé. Les scènes sont extrêmement crues, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure. Pour moi, il y a des choses qui étaient extrêmement crues, notamment dans les scènes de viol. Et le dessin est enfantin ne colle pas forcément avec l'émotion qui est censée s'en dégager, avec la rage qui est censée s'en dégager. Il y a des moments de tension, mais pour moi, le dessin aurait mérité un traitement différent. Après, ça n'engage que moi. C'est une histoire de goût. Par contre, la façon dont l'histoire est narrée, je suis d'accord, je reviens complètement sur ce que disait Mathieu. Il manque quelque chose dans la façon de raconter qui rendrait le récit plus poignant, plus intense. On a des faits, on a une succession d'événements, on a une succession de faits, avec des pics d'adrénaline ou des pics de rage ou des pics de... Voilà. Mais il manque, à mon sens, dans la narration, quelque chose qui rende l'ensemble du récit d'une vie qui est quand même extrêmement dense, extrêmement riche en émotions. Il manque une dimension un peu plus grande et un peu plus épique dans tout ça. On est quand même content d'être... Arrivé à la fin, oui. Non. D'être chez nous, quoi. D'être chez nous, de pas vivre ça. Ah oui, De carrément. ne pas vivre ça, ouais. Non, mais voilà, l'Inde est sans doute incontestablement un pays fascinant, mais très clairement, voilà, faut pas naître dans les basses castes et surtout pas femme, quoi.
C'est quand même compliqué. Carrément. Vous verrez pas à l'écran, mais Claire Fauvel avait sorti une saison en Égypte. Voilà, regardez-le en librairie aussi. Si vous aimez le dessin de Fulan Devi, vous aimerez le dessin d'une saison en Égypte. Le scénario n'a absolument rien à voir, mais voilà, c'est pour signaler ce qu'elle avait fait avant. Donc voilà, bref. Oh, pas mal. Il me regarde, je lui fais et voilà. Je pensais que j'allais pouvoir y aller en fait. Eh Tu ben, me en faisais fait, un non. signe Donc de- c'était pour dire que pour l'histoire et pour connaître ce personnage qui est quand même exceptionnel en tant que femme, le détour par ce bouquin vaut le coup. Maintenant, ça aurait pu être encore mieux. C'est bon là Là, tu peux, vas-y. Tu le fais renvoyer un jingle juste pour dire ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, ok, en d'accord. fait, il avait rien à dire de plus d'intéressant en fait. C'est mais ça, il y avait rien C'est juste un d'intéressant. casse-couille. Terra Dolores. Non, ça me fait penser à une incantation à la Harry Potter, c'est pour ça. Terra Doloris. De haut en bas. Hein. De haut- Ah, c'est oui. Terra Ah, Dolores. Par LF Bollet et Philippe Niclou. LF Bollet que nous avons pu apprécier dans Imperium récemment. Ah, c'est encore un truc de Harry Potter, ça Impero. Et il avait fait d'autres trucs qui étaient très très bien. Et il avait fait d'autres trucs qui étaient très bien, qu'on avait beaucoup plus apprécié. Terra Doloris, c'est une suite de Terra Australis qui nous racontait un peu l'arrivée des premiers colons en Australie. Là, on est un peu dans la suite. Les gens se sont installés. C'est une colonie pénitentiaire, purement et simplement. Et on va suivre un peu les gens qui y vivent et qui tentent petit à petit de s'en sortir, de s'en libérer, et les petites intrigues de pouvoir des personnes qui sont sur place. C'était Matsumoto qu'on avait beaucoup aimé Oui. et Deadline aussi. Oui, Deadline, c'était vachement bien, Deadline. Donc, les intrigues de pouvoir dans un gros pavé qui va nous faire remonter sur des années de l'histoire de l'Australie. Dans vraiment le côté dur du début, c'est comment on s'installe quand on est une colonie pénitentiaire dans un endroit paumé comme l'Australie, entre guillemets. Qui suit en fait le premier bouquin qu'ils avaient fait en 2013, je crois, c'était Terra Australis. Ah voilà, tu nous parles mais on t'entend pas, tu vois, avec les casques. Ah, l'éditeur, mais on va Oui, te c'est le passer, Glénat, oui. rassure-toi. Bref, voilà, notre public, vous l'entendez pas et tout, on va lui mettre un micro. Glénat. En plus, elle chuchote, elle a peur de nous déranger, mais on a des casques, on t'entend pas. Donc, je vais d'abord parler du dessin de Philippe Niclou, qui est dans un noir et blanc, niveau de gris, assez efficace, une mise en panne assez resserrée, qui va nous montrer les gens, comment ils vivent, leur environnement. Et ça marche, pour moi, assez bien d'un point de vue graphique. C'est plutôt bien foutu. Le récit a été un peu plus difficile à suivre pour moi, parce que je ne savais pas que c'était une suite. C'est un service de presse qu'on a demandé, je ne savais pas du tout que c'était une suite. Et j'arrive pas à savoir si j'aurais dû connaître certains personnages avant, ou pas. Il y a des références, je ne sais pas si j'en aurais eu besoin précédemment. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me posais la question de savoir est-ce qu'il y a un mystère autour de ce personnage parce qu'ils en ont déjà parlé avant, ou est-ce qu'il y a un mystère parce qu'il y a un mystère. Tu vois, c'est... Pour le démarrage, oui. Tu as l'impression d'être un peu Ouais. paumé et de prendre le train en route, Voilà. mais après, pas du tout. Et puis ensuite, tu suis un peu les bagnards qui font des choix débiles, hein, parce que c'est des humains. bagnards. C'est des humains. D'ailleurs. Les autorités qui essayent de profiter au maximum. Et t'as ce portrait de ce pays en devenir qui commence à vouloir s'amuser avec les aborigènes aussi, en tant qu'affaire. Assez difficile. Après, la question que je me pose, c'est... Ouais, c'est un portrait. Et d'un point de vue narratif, un portrait, ça apporte pas grand-chose, en fait. Je trouvais ça intéressant, mais il y a un petit peu de vacuité dans l'histoire. Ça m'a plu, mais j'attendais peut-être un peu comme Thierry sur Fulan Devi, j'attendais un souffle un peu plus épique. Quelque chose d'un peu plus Construit. construit, moins de personnages, moins d'intrigues. On sent cette volonté de faire Il était une fois en Australie, en fait. Et j'ai pas... Et je trouve que ça marche pas.
Ah, Alors vas-y Mathieu, c'est à ton Non, tour. non, 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 en fait, parce que toi, tu vas continuer dans la même veine que Pied. Donc Oui, je c'est te pour laisse- ça, vas-y. Non, non, mais justement, je préfère finir. Mais non, vas-y, finis. Non, je t'en prie. Ben, moi, je rejoins Pied-Pied. Je vais pas dire que ça a ni queue ni tête, hein, mais il y a une succession de. Je crois qu'il y en a 5, hein, il y a 5 groupes qu'on suit. Bon, ben, les histoires, elles sont pas toutes très intéressantes, quoi. Il y a des personnages, pour certains, on commence à les suivre, on commencerait presque à s'y attacher, et bah tiens, en fait, ils sont morts, ils servent à rien, merci, au revoir, circulez, il n'y a rien à voir. Non, il y a des choses que je trouve pas très intéressantes, et en plus, vu la taille du pavé, voilà, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Tu te lis parfois 20, 30, 40 planches, et ouais, ok, et on va où avec ça en fait? Ça nous sert à quoi sur l'intrigue générale ou sur. Ben en fait, il n'y en a pas. Voilà. Et Mais le tome 1, il était bien ou on l'a pas lu. le Terra Australis, moi je l'ai feuilleté. C'était un petit peu dans le même esprit. Mais je sais pas, ça m'avait donné une autre sensation. Après, je l'ai pas lu de bout en bout. Hein. Bon, ben. Je sais pas. Voilà. À voir. Mais maintenant, moi, le format, le pavé et ce qui en est raconté dedans, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne me convient pas là-dedans. J'ai du mal à mettre le doigt sur de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Voilà, je pourrais pas te dire quoi. Le dessin, on pourrait toujours lui reprocher de pas être tout forcément assez fouillé, machin. Bon, mais il y a une qualité graphique qui est quand même présente, hein, on va pas se cacher. C'est du noir et blanc tout du long. Il y a une vraie qualité graphique, il y a un boulot qui est abattu qui est exceptionnel là-dedans. Tu peux pas passer à côté. Tu peux pas dire que c'est fait et traité par-dessus la jambe, c'est pas vrai. Mais il y a des choix qui sont faits qui personnellement, je rentre pas dedans, quoi. Et quand tu vois la taille du bestiau, je m'y suis pris à 2 fois pour le lire. Hein. J'ai pas réussi. Ça a été, enfin, j'ai pas réussi. Oui, j'ai fini. Je suis allé au bout, hein, mais vraiment, j'y suis allé à grands coups de rame, c'est le cas de le dire. Ça s'est fait dans la douleur. Ah ouais, Terra Doloris. Ouais. Vas-y, Thio. Ben, Défends le bestiau. non, mais en fait, je pense que là, de toute façon, déjà, je vais défendre tout seul. Hein. C'est un peu fort à la mot, quand même. Mais. C'était des Mexicains, Thierry. Non plus. Non, c'était les ennemis de Trump déjà. Mais donc justement, en fait, il y a plusieurs histoires, c'est vrai. Mais justement, en fait, je trouve qu'elles sont toutes dans la création d'un nouveau monde, quoi. Elles sont toutes dans la douleur, dans la difficulté, dans l'espèce de fange dans laquelle ils étaient au début et ils ont dû s'en sortir, quoi. Ils ont dû s'en sortir en faisant des trucs totalement illégaux, en tuant des gens, en s'échappant. Enfin, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de narration qui est complète de la première à la dernière page. Il n'y a pas une histoire qui se raconte, mais il y a plusieurs petits moments de vie de différents personnages et que tu suis quand même plus ou moins. Hein. Et tous ces moments de vie, en fait, voilà, te montrent la création d'un futur pays, d'une future nation qui va se faire dans une douleur, dans une souffrance. Ah mais tu aurais envie jusqu'à un moment donné. C'est une histoire qui est inventée, donc il faudrait qu'à un moment donné ça fasse une histoire et pas simplement ah bah tiens en fait il s'est passé ça pendant la création de l'Australie. Ah bah tiens en fait il s'est passé ça pendant la création. Voilà, c'est oui, alors effectivement, on te parle des indigènes et comment est-ce qu'ils ont été traités, on te parle des bagnards et comment ils ont été traités, on te parle des colons qu'on a envoyés au milieu de nulle part et se démerder. Oui, mais ils te disent, et on te parle des relations avec l'État et les généraux qui ont quand même, alors qu'ils faisaient de la merde, ont quand même été grassement rémunérés et félicités. Ils sont pas non plus en train de te faire une petite fiche à chaque fois. Il y a quand même une histoire qui te Mais raconte non, parce chaque que c'est truc. entremêlé. Oui, Honnêtement, mais si tu justement, remets- c'est entremêlé. Non, c'est- les histoires en elles-mêmes, elles sont pas beaucoup entremêlées. C'est le C'est- découpage qui fait que ça donne la sensation d'être entremêlé. Mais les histoires, ça aurait pu être chapitre 1, le général machin, chapitre 2, l'indigène truc chapitre... et être totalement segmenté. Pour moi, j'y trouve quand même qu'il y a un fil rouge pour moi qui s'en dégage. Et contrairement à toi, moi, je l'ai plus lu, je l'ai dévoré d'une traite en entier, le gros pavé. Et voilà, je me suis régalé. Bon, ben voilà. Voilà. Ça montre bien qu'il en faut pour tous les goûts. Hein. Exactement. Non, mais
Bon, a Moi, priori, j'ai ça trouvé sera ça- pas. Ça sera pas un coup de cœur, on est d'accord. Mais, Mais ça fait débat, mais ça veut dire qu'il y a des choses à aller chercher Ça dedans. n'empêche que le livre reste intéressant. Après, voilà, moi je sais que je l'ai trouvé intéressant, mais il m'a pas pris, quoi. Il m'a pas emporté avec lui. Jérôme. Jérôme ne l'a pas lu, Il est en en train de le fait. feuilleter. Non, mais il le feuillette, il a le droit d'avoir un avis aussi. Non, mais c'est bon, on enchaîne. Messieurs, on va pas faire 3 heures sur J'ai feuilleté un livre. Non, il aurait dû être en couleur. Voilà. Ça vous va comme chronique comme Merci. critique Bon, Voilà. donc, 12 ans plus tard, Terra Doloris était sorti. Allez, on envoie. Les veilleurs de brume. Le veilleur de le brume. veilleur de brume. Jérôme. Et des Non. brumes. Ah non, c'est Si, c'est Jérôme, le Jérôme. veilleur des C'est brumes. Jérôme. Bah, si tu veux. C'est toi qui fais le pitch, monsieur. Alors, Bah, c'est un livre avec une couverture. Et lui, il est en couleur. C'est pour ça qu'on te l'a donné. Donc, non, c'est un album de Robert Kondo et Dice Tsuzumi. Donc, il est un meilleur que toi, sur Américain, le pied. un Américain, un Japonais. Ouais. Alors, il est absolument fondamental, important et incontournable de dire que c'est un album issu d'un court-métrage. Oui. Donc, ce court-métrage a été tourné en 2015, The Dam 14. Keeper, produit en fait en 2015. Et à la suite de ça, donc ils sortent le veilleur de brume, The Dam Keeper en anglais. Alors, pourquoi c'est important? Simplement parce que cet aspect film d'animation ressort à chaque page et ressort complètement dans le graphisme de l'album. Donc je pense que alors le problème c'est que j'ai pas vu le court-métrage, donc je ne sais pas si Ce ne sont pas des planches qui sont issues du court-métrage. enfin, je pense pas, mais je pense non, que je le te confirme. court-métrage est Je plus pense que ça court rencontre aussi. plus que le court-métrage. C'est ça, ouais. Mhm. Voilà. Donc, alors le pitch. Un petit cochon. Non, c'est un peu l'histoire des trois petits cochons, mais avec Il y en a qu'un seul. un seul petit cochon. C'est ça. Bah merci, c'était un pitch très intéressant. De rien. Donc, alors, un phénomène bizarre, étonnant et surprenant se produit. Une grande brume recouvre le monde et tout ce que cette brume touche, elle le tue. Donc, se mettent à l'abri les vivants derrière de grandes palissades de bois, en haut desquelles ils mettent des moulins. Les moulins qui sont actionnés permettent de chasser la brume, d'éviter que la brume en fait ne passe par-dessus les palissades de bois. Donc, un des moulins protège une vallée. D'ailleurs, au début, enfin, on va pas révéler grand-chose en disant qu'il y a plusieurs vallées, mais au début, on ne le sait pas. Il n'y a qu'une seule vallée et les habitants de cette vallée pensent qu'ils sont les seuls au monde. Et le moulin qui est en haut de la palissade est sous la protection d'un petit cochon et de son papa. Voilà, bien entendu, il faut que l'aventure commence. Donc l'aventure commence quand le papa disparaît dans la brume. Et le petit cochon reste seul à la manœuvre du moulin. Mais une brume plus importante et plus violente que les autres va venir tout casser. Le moulin, la palissade et tout. Et pour autant, lui, le cochon va survivre avec quelques copains. Et ils vont partir à la recherche d'un autre endroit pour vivre avant que la brume ne revienne. Alors, qu'en as-tu pensé de cet album? Que c'est de la poésie en bande dessinée. Alors c'est de la poésie à deux titres. Le premier titre, c'est en termes esthétiques de dessin. On est vraiment sur un dessin extrêmement doux avec une mise en couleur très pastel, très dans des tons très soyeux. Utilisons cet adjectif-là. Donc on n'est pas du tout sur des couleurs vives, sur des couleurs criardes. On est très très loin de la mise en couleur manga. Également donc un dessin tout en rondeur en fait. Même les scènes et les scènes un peu violentes du coup se distinguent par le fait d'être justement avec plein de pointes, plein de traits, voilà, alors que les scènes de paix sont dans des tons avec beaucoup de rondeur. Poésie également par ce mystère autour de la brume. C'est étonnant en fait, parce que finalement la brume c'est quoi? C'est que de l'eau finalement. Et là pas du tout. En théorie. Et là pas du tout. Là on est sur un poison terrifiant qui tue les arbres, tue la végétation, tue les animaux, tue tout.
Et en même temps, la brume, c'est impalpable, on ne peut pas lutter contre elle. Donc, on est sur une métaphore de plein de choses, de la vieillesse, de la mort, de l'inéluctable, de ce sur quoi on ne peut pas lutter, et de la lutte vaine également, parce que finalement, on s'accroche à un petit espoir de vie dans une vallée, alors que le reste du monde est sous la brume. Est-ce que ça vaut le coup de vivre ? Mais on a cet espoir de vivre accroché au cœur, et on vit. Et quand tout s'écroule et tout se détruit, eh ben, on ne se laisse pas abattre par l'adversité, mais on se relève et on essaye de remonter la pente et de trouver un autre espoir de survie. Voilà, je crois que là, j'ai dit toutes mes plus belles phrases de la soirée, donc je vais laisser la parole. Thio, par exemple. Tout pareil que l'archiviste. C'est un peu facile. Ouais, c'est facile, Ouais. mais j'ai trouvé sa phrase très jolie, c'est de la poésie en BD. Graphiquement, j'ai trouvé ça très doux, c'est à la fois mignon et un peu creepy, quoi. Il y a vraiment des moments où tu es quand même un peu dans la peur avec la brume et tout le côté noir qu'il arrive à faire ressortir. Et le côté très mignon, très doux, presque dessin animé, quoi, pour enfants, le truc. Comme tu dis, voilà, c'est de la poésie en bande dessinée. Et en fait, moi, le seul écueil que j'ai trouvé dans ce bouquin, c'est qu'à la fin, tu dans le tome 2. Voilà. Donc, je me suis vraiment, vraiment régalé. Oui, c'est un peu un de ces défauts de ces livres où à la fin, tu fais ah putain, c'est pas un one shot. J'ai cru que c'était un one shot. J'ai vraiment cru que c'était un one shot. Oui. Je suis arrivé à la fin, je suis resté très 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 con. Parce que tu regardes, où est-ce qu'il y a marqué numéro 1 là-dessus ? Où est-ce qu'il y a marqué que c'est un numéro 1 ? Nulle part. Bande d'enfoirés. Voilà, éditeur de merde. Tu nous as piégés, tu nous as pris dans ce livre et on veut connaître la suite et on te déteste. Tu es d'accord ? Tu dis tout pareil ? Je dis tout pareil. Je rajouterais que effectivement, on a ce personnage qui est extrêmement attachant, mais on a aussi ses acolytes qui le sont. Oui, oui, c'est vrai. Tu parlais de poésie et de combat contre l'inéluctable, etc. Oui, on pourrait même rajouter aussi que c'est dans l'adversité qu'on rencontre des amis, puisque ce petit cochon, Pierre, il est rejeté finalement par les autres. Et que là, l'hippopotame, là, le gros dur qui est pas si gros dur que ça finalement et qui le maltraite un petit peu, au final va devenir un bon copain. Et voilà. On a également de la place pour un personnage féminin qui, pour le coup, est la plus forte des trois. C'est la plus combative des trois, celle qui a aussi la tête sur les épaules. Le côté creepy dont parlait Mathieu est notamment montré par les rêves du petit cochon, quand il pense à son père, quand il a des espèces de visions ou d'hallucinations, avec un petit côté steampunk, avec un masque à gaz, etc. Et effectivement, c'est très doux. Un dernier point à soulever, c'est que le reste des habitants du village, qui est donc protégé par la barrière, a la fâcheuse tendance d'oublier complètement le rôle extrêmement important de cette barrière, de ce moulin et des personnes qui l'entretiennent et qui vouent toute leur journée. Et finalement, eux ne se rendent plus du tout compte de tout ça. Ce qui fait que Pierre est aussi un peu à l'écart. C'est parce qu'il n'a pas le temps de s'intégrer. C'est pour ça, exactement. Donc il y a plein d'analogies différentes et de triptyques de personnages aussi qu'on retrouve dans d'autres dessins animés. Donc je confirme, hein, les planches ne sont pas du tout issues du dessin animé d'Anne Keeper que vous pouvez trouver en vision partielle sur Internet. Moi, je suis curieux de voir comment c'est animé. Il faudrait que j'aille aller voir ça. C'est pas une animation forcément qui est extrêmement fluide, mais on reste dans cet univers extrêmement onirique. C'est extrêmement doux, c'est très bien foutu. Il y a beaucoup de travail qui est fait en numérique, je pense, sur les flous de fond d'écran qui servent à rajouter du rêve ou à rajouter de l'action à l'inverse pour rajouter de la vitesse. Il y a un vrai travail extrêmement abouti sur ce projet. Ça sort pas comme ça d'un coup. Il y a eu ce court-métrage, ce film d'animation qui a été réalisé, et ils en ont tiré le meilleur pour en faire cette bande dessinée. Et donc effectivement, son seul reproche, c'est qu'ils soient en 2 tomes et qu'on attende comme des petits fous la suite. Enfin, en 2 tomes. Alors 2 tomes, oui, minimum. Et voilà. Minimum. Ils vont te faire la blague encore. Ils vont faire la blague, ces petits salauds là. Sortie du tome 2 au printemps 2019. Donc voilà, en bref, on attend avec très 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 grande On n'a pas cité l'éditeur Graphitine.
que je ne connaissais pas du tout. Mais que tu détestes, donc tu as dit. Oui, je leur ai dit. Mais ils vont quand même nous envoyer le Oui. SP du numéro 2. Bah, je crois qu'ils nous connaissent pas non plus. Ils en nous fait. connaissent pas, tant pis. Bah, on ira l'acheter. C'est une maison d'édition liée aux éditions Milan. Est-ce que, du coup, pardon de faire Ouais, je t'en prie. est-ce que c'est un coup de cœur ou pas? Parce Alors, que tout le monde est positif en fait. Pour moi, Mais- c'est un grand coup de cœur. Le problème, c'est qu'en fonction de comment va se sortir le tome 2, C'est genre ça. une merde en 30 planches avec un carnet graphique à Mais la fin. non. Non, je n'y crois pas 2 secondes non plus. Mais Ah, j'attendrai un tome 2, tu vois. bien Ouais. évidemment, enfin, Oh la vache, ça devient dur ici. Hein. perso, Oh la vache, ça devient dur. Ah, les mecs, ils voulaient filer des coups de cœur dernière tout à l'heure. On se rappelait même Ouais. pas que le bouquin on l'avait lu, tu sais. ouais. Là, il dit ouais, non. Ah, moi, j'attendrai un tome j'attendrai 2. le tome 2 quand même. Moi, je mettrais un coup de cœur sur ce tome-là. Après, sur la globalité de l'histoire, forcément, il nous faudrait un tome 2. Mais... Mais non, mais là, sur ce tome-là, Ah bon, Ce ce tome-là, là, tome-là, tout de c'est un suite, énorme aujourd'hui, coup de ce soir, maintenant, tout de suite. celui-là, là. Et j'attends de savoir où ça mène, en fait. Ah, il est dur, il est lourd. Ah, non, je suis dur. Excuse-moi, sur la vidéo tout à l'heure, quand il a commencé le veilleur de brume, t'étais pas comme ça à faire les petits cœurs style Laure non, Manodou mais Hein Donc, et là, il est où le petit cœur là Il est où le petit cœur C'est quoi ce revirement Elle est où la Manodou, là? on a la vidéo, Ouais, on a la je preuve sais. que tu as fait le petit cœur. Ah oui, j'ai fait ça. En gros, c'est une attente. Non, j'aime beaucoup Daisu Tsumi en fait en tant que dessinateur. Je le connaissais déjà parce qu'il avait bossé à Sketch Travel, qui est vachement sympa. Voilà, Attends, je c'est bon, vois le poisson, il est noyé, ça y est. c'est Donc, bon. t'as fait le petit cœur tout à l'heure. Ouais, pour Daisu Tsumi que j'aime beaucoup. Tu regarderas dans Sketch Travel. Excuse-moi, Alors, on excuse-moi. va mettre un coup de cœur à Daisu Tsumi. Dis-moi, il y a mauvaise foi man à ma gauche, mais toi, t'es ça pire va, que le reste. j'ai le quoi. droit de pas valider tout de suite. Oh, je fais pas ça pour vous emmerder, un peu peut-être, mais non. Allez, passons à la suite. Ah, c'est plus ce que c'était cette émission. Est-ce que- Ça- Pour ça avoir, manque- pour avoir un coup de cœur avec 4 chroniqueurs, je vous le dis, quand il y aura un coup de cœur, si un jour il y en a un, achetez tous l'album. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Surtout Ouais, vous avez enfin- vu, on a des goûts super proches. Moi, Super proche, c'est ça. je vous le dis quand même, comme ça, en petit tuyau sous le manteau, allez-y, hein, allez l'acheter. Mais ils l'ont bien entendu. Hein. Je le dis aussi, achetez-le, mais attendez le tome 2 avant de l'acheter. Le rapport Brodeck par Manu Larsenet chez Dargo, qui est Manuki C'est le rapport 2. de Brodeck. Adaptation donc du roman de Philippe Claudel. Alors donc je vais faire de Claudel. je t'emmerde. Voilà, ça c'est fait. Donc je préviens tout de suite en fait les âmes chagrines. Je vais faire un pitch critique. Donc du coup, Oh putain, il nous fait une fusion des deux. C'est la je cuisine fusion. fusionne. Voilà. Du coup, ça veut dire les autres, fermez vos gueules pendant que je parle. C'est- Toi, tu sais lire entre les lignes. voilà. Mais nous, on s'est pas écouté, alors... Non, vas-y. Bon, alors déjà, donc, quand on parle de Manu Larsenet, en théorie, il y a deux solutions. Soit on se fait encenser, soit on se fait lyncher. Soit on dit j'aime, soit on dit je déteste. Et je peux vous dire que je suis allé aujourd'hui un petit peu fouiller des avis sur Larsenet. J'ai lu des critiques sur lui. Putain, le mec, il doit avoir quand même les épaules solides hein, pour survivre. Ah bah même sa mère, elle est partagée. Et en hein. plus, il supporte super mal la critique. En plus. Ah ben, et je peux dire que alors c'est encore pire parce que j'ai eu l'impression que les mecs ils prenaient du plaisir à lui faire du mal quoi. C'est enfin bon. Ah non, mais en plus, quand tu le critiques, Larsenet, il démarre en quart de tour, je veux dire. Il prend tout de suite Donc, le truc mal. Le rapport de Brodeck. Brodeck n'avait rien demandé. Voilà, lui il n'était pas là. Mais tous les villageois en fait quand ils ont tué Landerer, donc l'étranger, ils ont dit à Brodeck, ok, tu seras le scribe, tu vas nous raconter l'histoire. Voilà, il a dit, ok les gars, je vais raconter l'histoire, mais par contre, je vais raconter toute l'histoire. Je vais raconter toute la vérité, exactement comme ça s'est passé selon moi, comme moi je vais réussir à recouper tous les petits morceaux que je vais grappiller à gauche, à droite. Et donc on va avoir l'enquête de Brodeck un petit peu sur qui était l'étranger, comment est-ce que vous l'avez rencontré, qui était-il, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous l'avez tué. Et de cette petite pérégrination du rapport qu'il est en train de dresser, on va en fait rentrer dans son histoire à lui, dans l'histoire de la région. On va avoir un mélange entre xénophobie, traditionnalisme et peur de l'autre. C'est le titre seulement d'un parti. Chasse, pêche, nature et tradition. C'est ça. On n'était pas loin, non? Et voilà. Et Brodeck, en fait, va
tout au long de ce rapport qu'il va écrire, au long des 2 tomes, va rentrer en fait dans la peur, dans la solitude. C'est le public qui vient de comprendre la vanne. Donc, juste pour resituer Brodeck, en fait, c'est un Une vanne à personnage. retardement. C'est un personnage en fait qui a eu donc qui a vécu des traumatismes donc dans son enfance, qui a vécu des traumatismes dus à la guerre. Il a vécu donc les villages brûlés, les camps de concentration, des trucs mais qui étaient super fun quoi. Le mec il a dû kiffer sa life. Ah, ça fait rire tout le monde. Franchement ils sont mais morts de rire quoi. Sur le rapport de Brodeck, j'ai envie de te dire, il faut moins ça pour faire sortir, hein, parce que Bon bah C'est après bien nerveux, je crois. Ouais. ouais et après sinon bah, Marlene Larsonnet a vraiment fait un truc exceptionnel. Je me suis régalé, c'était une vraie claque. Merci à vous. Ah, mais c'est pas toi en fait. Alors, juste un petit détail pour reprendre ton pitch. T'as vu, je t'ai pas coupé pour te le dire. Je te le dis après. Je fais des efforts. Hein. En fait, le rapport qu'il doit faire, c'est ils disent on veut un rapport qui explique pourquoi on a fait ça, pour que les gens comprennent ce qu'on a fait. Et lui, en parallèle, écrit un autre rapport dans un carnet où il donne ces petits détails que tu disais, ces impressions, pour essayer d'avoir la vérité. Faire un portrait qui soit pas forcément flatteur pour les gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette dichotomie entre les 2 carnets qu'il est censé écrire. Et le fait aussi qu'on le surveille. Le gars, il est en stress total parce que tout le monde sait qu'il va écrire et tout le monde veut savoir ce qu'il va écrire, le surveiller et valider ce qu'il va écrire. C'était la deuxième partie en fait, mais ça m'a gonflé. Ah, ils t'ont gonflé à ce point-là. Ouais. Mais après j'ai perdu le fil en fait aussi ce que j'avais écrit donc. Ah, voilà. Tu veux parler, mais rapproche-toi d'un micro, Evelyne. Ah bah oui, non, mais à un moment donné, faut assumer hein, quand on veut dire des choses. Plutôt que de couper le pauvre Mathieu. Donc alors votre avis? Parce que du coup pour une fois tout le monde l'a lu. Le rapport de Brodeck. Donc C'est bien de ça qu'on parle. un gros pavé, vraiment bien foutu. Alors le trait de Manu Larsonnet qui va te montrer des visages bouffés, tannés. De gens qui ont souffert, qui ont tous eu des vies difficiles. Tous, tu sens qu'ils ont eu des vies difficiles, qu'ils ont dû faire des choix difficiles. Une des questions que se pose Brodeck, c'est mais si je n'y étais pas, mais si j'y avais été, je pense pas que j'aurais fait grand-chose pour l'empêcher. Parce que, ouais, c'est cet effet de foule qui fait qu'on perd tout ça. Alors que ça laisse, on a quand même le doute en tant que personnage, en tant que lecteur, parce qu'on voit que lorsqu'il a été emprisonné sous l'occupation, il est le seul à avoir accepté de faire quelque chose d'horrible, hein, une humiliation totale. Il est le seul à avoir accepté ce qui lui a permis de survivre. Une résilience dans le personnage qui est assez énorme. On a ces flashbacks sur les Allemands qui sont représentés comme des sortes de monstres. Ce côté de sa famille, parce que ce mec-là a aussi une famille qu'il aime, qu'il essaye de soutenir. Ouais, donc c'est vraiment très dur à lire, parce que ça montre toutes les faiblesses et les failles qu'on peut avoir en tant qu'humain. Et tout ce que on ne sait pas comment on réagirait. Et le pouvoir de la peur, parce que, en gros, hein, si on voulait résumer, ce qu'ont fait les habitants de la ville, c'est aussi une réaction à ce qu'ils ont subi avant, pendant la guerre. Sans vouloir les excuser, hein, ils ont été traumatisés et il en est résulté des réactions qui n'étaient plus appropriées, en fait. Bref, non, c'est un très très bon bouquin. Moi, autant d'un point de vue narratif, il y a des passages silencieux, plein de belles images magnifiques, que d'un point de vue questionnement sur l'humanité. Alors, Larsonnet est un grand dépressif. Là, pour le coup, lui, il assume complètement. Non seulement c'est un dépressif, mais c'est un dépressif profond qui vit extrêmement mal sa vie, son succès. D'ailleurs, il s'est retiré, il s'est pas mal retiré de la société. Et c'est un gars qui doit pas être facile à vivre au quotidien quand même. Mais il met toute sa noirceur, on va dire un peu à fleur de peau, dans ce type d'album. Et c'est une vraie claque. C'est une très très grande claque. Alors,
c'est sûr qu'on a vite tendance à dire, bah voilà, c'est l'après-deuxième guerre mondiale, les Allemands, etc. Il faut bien être clair que le Philippe Claudel n'a jamais voulu que ça soit daté. Son roman, pardon. Alors, les parallèles sont faciles, mais il a voulu faire un roman un peu atemporel. Mais voilà, ceci dit, ça n'enlève rien à ce qui a été dit auparavant. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit les Allemands tout à l'heure, parce que je savais pas si c'était des nazis, des Allemands, des... Mais Enfin, oui, c'est l'idée que t'en as, mais... l'idée qu'on en a, c'est que ça se passe en Bavière ou en Suisse En ou dans Pologne. un pays de montagne. Je crois que là, il l'a situé en Pologne, en fait. En Pologne, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous le lisez avec la boule au ventre, mais il faut le lire quand même. On en sort avec les mains moites, mais il y a une pesanteur et une noirceur qui sort de chacune des pages qui est quand même assez exceptionnelle, il faut quand même bien le dire. Et il n'y a pas beaucoup d'albums qui vous feront ressentir ces émotions-là. Alors c'est un peu glauque, c'est un peu noir ce qu'on est en train de raconter, mais après tout, c'est la BD là aussi pour faire réfléchir et pour donner aussi ce type d'émotion. À rapprocher effectivement avec un message pédagogique comme on peut avoir dans la région avec le Camp des Milles, qui fait réfléchir aussi sur cette problématique-là, sur le phénomène de groupe. Là, on est exactement dans ce type de réflexion. Qu'est-ce qu'on ferait ? Et à la rigueur, on se le pose de façon un peu malsaine, parce qu'il faut surtout pas se la poser cette question, parce qu'elle ne sert à rien, elle est ridicule. Thierry. Je t'avoue que vu les 2 tomes et vu Larsenet, c'est pas nouveau, Mathieu en a parlé tout à l'heure, il fait pas l'unanimité. Moi j'aimais bien Bill Baroud. Je me trompe pas avec Blast ? Oui, c'est ça, c'est Blast aussi. Mais c'est Bill Baroud aussi. Blast, C'est aussi le retour à la Terre. Hein. J'ai eu du mal à y rentrer, alors que graphiquement, c'était quelque chose que je trouve absolument exceptionnel. Là, pour le coup, du coup, j'y suis pas allé franchement, quoi. Tu vois, vu la taille du bestiau et vu Larsenet et vu le sujet, on peut pas dire que c'est le premier truc que je prenais quand je devais lire un bouquin en BD, quoi. Et puis à un moment donné, je m'y suis plongé, je me suis dit allez, tu t'attaques à la bête et on y va, quoi. Et j'ai avalé les 2 tomes, mais vraiment gobé. Voilà. C'est ça attrape, ça happe. On parlait tout à l'heure de Full and Davy, qui était glauque à certains moments et vraiment pas ragoûtant, et pour lequel on a reproché la narration. Là, pour le coup, la narration est absolument exceptionnelle. Il y a des moments de respiration qui sont très bienvenus, qui sont toujours bien dosés. Le dessin vient compléter le dialogue, vient compléter la narration, vient compléter les sensations que l'on peut avoir. Tout est extrêmement bien dosé. La recette de cuisine fonctionne à merveille, alors que le sujet, on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement ragoûtant et enjoué. On est dans la montagne, on est chez des gens qui sont ras du front, qui sont abrutis de consanguinité, et pourtant, on les comprend. Et pourtant, quand tu le disais, il ne faut pas qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on aurait fait de notre place, à leur place, mais on se dit, à leur place, on n'aurait peut-être pas été meilleur. Alors, on les comprend, moi je te rejoins pas, hein. Je veux dire, je refuse de les comprendre. Il y a une dose de, en toute honnêteté, la peur, on sait ce qu'elle peut faire, et l'effet de groupe, on sait ce qu'il peut faire. Et bien évidemment, quoi, humainement, on n'aurait pas du tout envie de réagir comme eux. Bien évidemment. Maintenant, avec le passif, avec leur situation, on peut comprendre que ça se passe comme ça. Et on voit du coup la bêtise, on voit du coup les effets de la peur, on voit a posteriori des années de guerre, des années de souffrance, qui continuent à laisser des traces, qui continuent à marquer les esprits. Et on voit que des conflits et des tensions entre nations, entre peuples, laissent des traces pendant bien plus que des dates sur une frise chronologique. Une guerre, c'est pas 14-18, une guerre, c'est pas 39-45, non. Ça va bien au-delà de ça, ça s'ancre déjà dans des choses antérieures, et ça a des effets, des répercussions pendant des dizaines d'années après. Et humainement, avec des
des effets absolument dévastateurs. Voilà, ce personnage de Brodeck, on a sa petite histoire à lui, d'où il vient, où il va, ce que son entourage a vécu, ce que lui vit. On a la vie du village et on a une vision encore plus floue, mais à échelle encore plus grande, avec justement la présence nazie. On va du plus petit à l'intérieur du personnage jusqu'à un conflit armé a priori mondial. Et tout ça très bien dosé. Voilà, c'est pas un chapitre, on n'est pas dans l'histoire, mais on sent le poids de l'histoire. On n'est pas dans la petite histoire personnelle et l'introspection, mais c'est en place. On n'est pas simplement dans la vie de village au fin fond d'une vallée, mais c'est aussi le cœur du sujet. Il y a de tout ça là-dedans, extrêmement bien raconté, extrêmement bien dosé. C'est une réussite, à mon sens, totale. Coup de cœur? Pour moi, oui. J'aimerais comprendre pourquoi personne ne l'a proposé en coup de cœur sur le conducteur, en fait. Parce qu'on est tous d'accord, j'ai l'impression. J'ai la lettre C qui colle sur mon clavier. Voilà, non mais il suffit de déplacer le truc dans la bonne case. Enfin bon, on en discutera après. Mais ça fait plusieurs trucs comme ça. Vous me dites mais personne ne le propose en fait. Bah c'est pas grave, on en discute là et puis en coup de cœur quoi. Oui, non mais je suis d'accord, mais c'est vous validez le coup de cœur. Nous validons tous un coup de cœur pour le rapport de Brodeck. Tome 1 et tome 2 chez Dargaud par Manu Larsonnet. Un album. Hein Bravo Manu. Voilà, un album vraiment hyper super rigolo. Voilà, nous pouvons continuer sur le chemin de la dépression avec Rouen par 100 chemins différents. N'importe quoi. Rouen par 100 chemins différents de Emmanuel. Tu l'as pas proposé un coup de cœur? Non, pourtant j'ai bien aimé, mais c'est pas pour les mêmes mais pas au point d'en mettre un coup de cœur. Emmanuel Lemaire est un gars qui bosse aux archives ou un truc dans le genre. Hein. Oh, putain, encore un. Ah non, pas du tout, il bosse en bibliothèque. Ah, bibliothèque, ouais, c'est pareil, il y a des livres. Ah non, on mélange pas les torchons et les serviettes, cher ami. C'est vrai, espèce de torchon. Fier de l'être. Et donc, il bosse en bibliothèque. Et il vient de se faire larguer, en fait. Et avec un job pareil, tu m'étonnes. Il le vit assez mal. Et puis en plus, il y a une sorte de toc qui est pas arrangé par sa rupture. Une sorte de toc. Ouais, c'est qu'il ne peut pas. C'est pas une sorte en fait. Ouais, il ne peut pas. Mais il ne peut pas s'empêcher de sentir le cul des filles. Non, c'est pas ça. Ça c'est Didier. Il ne peut pas faire 2 fois le même chemin pour se rendre à son boulot. Et il y va tous les jours à pied. Tous les jours à pied. Et à chaque fois, il essaye de prendre un chemin différent. Ou lorsqu'il est contraint de prendre un chemin qu'il a déjà pris, de le prendre différemment. À reculons, à cloche-pied, etc. En marchant sur les mains. Il refuse la routine. La routine, totalement. Et il va d'autant plus mal, ce pauvre gars, c'est que là, il doit finir sa BD qu'il est en train de faire, qui est trop bien, et qui raconte sa magnifique histoire d'amour, sauf qu'il vient de se faire larguer. Sauf que quand il avait écrit son scénario, c'était sa magnifique histoire d'amour. Difficile de finir difficile de finir cette superbe bande dessinée super positive sur cette fille fantastique qui l'a largué. Donc on va suivre dans des chapitres assez courts ses pérégrinations, ses rencontres et ses réflexions, et à chaque fois du moment où il se lève jusqu'au moment où il atteint la bibliothèque de Rouen. Et à chaque fois on va découvrir de nouvelles rues. Dans la jaquette, sur les rabats, sont dessinés tous les tracés qu'il a pu prendre, qui sont effectivement très variés. Il va rencontrer son pote qui bosse dans une librairie, le jeune bizarre qui fait des vols et des conneries. Bref, une petite galerie de personnages sympathiques. Le vieux avec son teckel. Ouais, le vieux avec son teckel. Il est important. Il y a 23 chemins, en fait. Oui, qui sont représentés, mais c'est déjà énorme. Pour Rouen, c'est énorme. Oui, je connais pas bien Rouen. Je me suis perdu une fois en voiture. Ils avaient mis une... Enfin, on s'en fout. T'as pris la deuxième rue. Non, ils avaient mis une impasse et mon GPS, il savait plus me guider. Bref, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un bouquin assez joli sur une... Comment est-ce qu'on réagit à une histoire d'amour? Comment est-ce qu'on essaye d'échapper à cette routine et aussi un peu de se reconstruire et aller de l'avant. Pour toujours aller au même endroit, hein, mais aller de l'avant quand même. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal. Le dessin est un dessin au trait assez léger, qui va vraiment être, c'est du croquis. On sent que ça fait un peu ce croquis de ville quand l'artiste se pose dans la rue et va rapidement croquer son paysage. C'est plutôt bien fait. Je sais pas si ça représente bien Rouen, parce que je connais pas. Je sais pas si c'est si rapide que ça quand même. Parce oui. que, au niveau des détails, il y a quand même au niveau architecture,
es dedans quand même. Hein. Oui, je connais pas bien Rouen, mais Bah, voilà. je connais pas Rouen non plus, mais enfin, ça fait quand même vraiment rue entièrement dessinée. Donc, Voilà. Bref, moi je trouvais que c'était un bouquin léger, sympathique, à offrir à votre ex. si elle vient de Rouen seulement, Ouais, parce que voilà. sinon ça n'a pas de. Et puis qui donne envie peut-être aussi de moi, ça m'a donné envie de me dire ah tiens j'aimerais bien, enfin le jour où je me retrouve à Rouen, je vais penser à ce bouquin et me dire comment il passe par le canal machin chose pour aller là. Je vais chercher le vieux avec le teckel. Je vais chercher le vieux avec le teckel quoi. Ah non, moi je pensais que du coup tu allais te faire plusieurs routes pour aller à ton boulot, tu vois. Oui, Ah, non. j'ai cru ça aussi, oui. Non je prends la L2, ne fais pas chier. Voilà, moi une nouvelle route c'est 20 minutes de plus. C'est gentil. Messieurs, votre opinion. Allez Thio, tu parlais de l'architecture et du détail. Bah oui, non, alors, comme je disais, voilà, je pense quand même que le gars, c'est pas du croquis rapide de rue. Hein, c'est vraiment, il a dû prendre des photos, travailler sur photos et refaire quand même des rues entières. Parce qu'on est vraiment dans les perspectives. Voilà, tu as l'impression de te balader en fait dans Google Street View, tu vois. Tu te balades et tu avances dans ta rue, tu vas au bout et tu vois vraiment tous les détails. Donc il y a à la fois ce côté architectural qui est super intéressant et en même temps cette espèce d'histoire qui a quand même à peu près ni queue ni tête, mais où finalement tous les morceaux s'assemblent à la fin. Et ça fonctionne. Je me suis bien régalé en fait. Tu suis ses trajets tous les matins, il te dit qu'il en chie. Il y a aussi l'histoire des différentes sonneries de réveil qu'il utilise. Ah oui, il change de sonnerie de réveil. Qui est excellente. C'est des thématiques chaque fois. Ouais, t'as eu les dinosaures. Les coqs du monde. Les cloches. Les cloches, et après, il y a eu les chants du coq. Les chants du coq. Et ouais, juste pour... J'ai presque eu envie de chercher les sons, en fait. Ouais, pour voir si ça pouvait exister, quoi. Un bon bouquin, un truc un peu barré, qui est sur des sentiers battus, mais qui est très intéressant. Alors, bof. Voilà. C'est pas très construit, c'est pas très construit comme analyse. Non, mais c'est pas, succinct. c'est pas très construit. Alors, en fait, pour moi, c'est un peu l'album un peu typique qui est fait en résidence d'artiste, puisqu'en l'occurrence, c'était le cas. Il était en résidence d'artiste à Rouen. Pas tout le monde a la chance d'aller à Rome. Hein. Non, mais c'est pas... Le principe de la résidence d'artiste, c'est aussi d'avoir un retour, puisque celui qui vous paye la résidence d'artiste, il veut avoir une mise en valeur de quelque chose. En fait, c'est une commande, en fait, une résidence d'artiste. Donc, à la fin de la résidence d'artiste, vous devez avoir produit un sujet sur X, sur un album sur tel ou tel sujet. Là, il était en résidence d'artiste à Rouen, il devait faire un album sur Rouen. Il prend ce biais-là pour faire découvrir Rouen. C'est une façon originale. Moi, ce que j'ai trouvé le plus original, c'est les sonneries de réveil, que j'ai adoré. Mais voilà, sortie des sonneries de réveil, moi, j'ai pas été emballé. Ça n'a ni queue ni tête. Ça s'assemble plus ou moins, mais c'est quand même très capillotracté. Et je trouve qu'on voit pas si bien que ça Rouen. Enfin, très clairement, quoi. Il y a les plans. Mais les rues, elles sont évoquées. On n'a pas vraiment de détails sur. Enfin bon, voilà. Non, c'est une vue de dessus, mais voilà, c'est un plan, quoi. Ok, très bien. Ah oui, non, moi je trouve que t'es un peu réducteur. Je trouve que ça va un peu plus loin que ça, quand même. Après, je trouve ça très intéressant de la part de Varum, l'éditeur, et de Vendry, son porte-parole et tenancier en chef, de oser et de prendre le pari d'éditer ce type d'album. Je trouve vraiment que ça, c'est culotté, et j'apprécie beaucoup ce type d'initiative. Il a dû le faire parce qu'il avait une précommande de l'Office de tourisme de Rouen. Mais objectivement, voilà, moi non. Il a mis la clé sous la porte juste après. Non, il continue à sortir des albums culottés, Varum. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Ok, donc Rouen part sans chemin différent. Nous sommes deux à avoir apprécié la balade. Jérôme beaucoup moins, mais bon, hein, tous les mauvais goûts sont dans la nature. Il n'y a pas assez de soleil. Dès que c'est au nord de Lyon, moi, ça me plaît plus. Voilà, c'est ça. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est toujours la guéguerre entre les archivistes et les bibliothécaires. Ouais, c'est ça. C'est Tout ça. ça parce que Ça va pas plus loin que ça, quoi. Hein. Il pleut, il y a du vent. Il pleut, il y a du vent. Voilà, c'est ça.
magnifique Excusez-moi, couverture que voilà. Il faut que je m'en aille. Les amphores de Pompéi. J'ai rendez-vous. Faut que j'aille faire un truc. Non, mais Donc, tu peux. Alors, moi, je dirais. Là qu'on- aussi, c'est un sujet de commande. Hein, Non, donc, ouais, hein. on va sujet de commande. On va commencer l'approche. Nous avons la chance de pouvoir recevoir les services de presse de chez Glénat. Glénat est un grand éditeur qui publie de très nombreuses choses, dont nous apprécions certaines d'entre elles, et d'autres, on sait, c'est pas vraiment notre trip. Par exemple, même si ce sont de grands succès commerciaux, les bandes dessinées, par exemple Château Bordeaux, c'est pas du tout notre cam. Même si on a beaucoup aimé le truc du syndrome du perroquet là, d'Espé, le dessinateur de Château Bordeaux, les Châteaux Bordeaux, c'est pas du tout notre cam. Maintenant, c'est vrai qu'on aime aussi certaines bandes dessinées sur le vin, sur ce genre de choses. C'est le genre de choses qu'on apprécie. Hein. On en a aimé certaines, plusieurs même. Et donc, Glénat, apparemment, Jacques aime beaucoup le vin. Il me semble qu'en plus, oui, vraiment. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Il s'y connaît pas mal. Dresser la caméra Ouais. en fait, parce que Ouais, la là caméra on va leur filmer les pieds là bientôt. Non, pas Non, celle-là. pas celle-là, l'autre. Donc, il aime vraiment beaucoup le vin. Voilà. Et- Voilà, Ne bouge elle- plus. voilà, ne bouge plus. Non, tu dois avoir du scotch là si tu veux. Et si a tu lancé veux, et a lancé une collection vinifera sur la grande histoire de la vigne et du vin. Et il nous a fait une superbe couverture pour les enfants de Pompéi, son artiste nous a fait quelque chose où on voit un mec à moitié à poil avec une fille à moitié à poil allongé sur une banquette en train de boire du vin et de manger du raisin sur fond de mer. Voilà. Le Oui, là super, c'est bien, mais je sais pas quoi, ça tient pas. le super classique dessin. On va être très obligé vendeur. d'arrêter là. Il y a un problème Quel technique. dommage. Non, mais il y a les gens qui ne veulent que l'audio, on s'en fout de la vidéo. Bref, et là, Thierry, Randall Flagg dit quand même que la couverture est moche. Thierry nous propose, avec joie et bonheur, de le lire. Sur ce, moi, voyant le produit, j'ai une petite hésitation. Je me dis, ça sent le truc pas terrible. Mais bon, Thierry appréciant le vin, on va lui donner sa chance. Nous avons Ouais, donc mais j'étais bourré. demandé les amphores de Pompéi. Mathieu l'a lu, m'a fait un commentaire rapide, et j'avoue, j'ai été faible. J'ai fait l'impasse sur cet album. Non, mais Que Thierry va pouvoir nous Non, mais pitcher. le pire, c'est que à ce moment-là, en fait, quand on l'a reçu, on s'est dit, mais Qui a commandé qui a ça commandé ça? Et donc là, du coup, on est remonté dans le fil de discussion en disant, mais qui est-ce qui a dit? Et là, on a trouvé que c'était Thierry. Et quand on lui a dit, il nous a dit, non, j'ai pas pu prendre ça, quoi. C'est pas possible. Alors, des fois, à ta décharge, hein, peut-être que les services de presse, ils envoient des albums que t'as pas demandé. Hein. On l'avait demandé, on a Non, vérifié. mais là, on l'avait Non, mais demandé. c'est dans le mail. Ah, Il y a des d'accord. traces. ok. Non, Ah, mais, ouais, ah ouais. La dernière mauvaise excuse que j'ai dans Parle mon dans ton micro pour escarcelle- dire. La dernière mauvaise excuse que j'ai dans mon escarcelle est les services presse commerciaux ont été très très forts sur la présentation et ils ont réussi à me happer. Tu sais, un petit peu comme les trucs en promo en tête de gondole et tu arrives chez toi, tu dis pourquoi j'ai acheté cette merde. Voilà, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est. Mais tu l'as Mais- lu quand même? Ah oui, je l'ai lu, oui. Bah, Et il était alors obligé, il était J'ai obligé. Bon, alors, de quoi ça parle déjà Avant de donner ton avis qu'on imagine négatif, dis-nous quand même de Peu quoi du ça parle. Et on va essayer Alors- d'imaginer à qui ça pourrait plaire après. Alors tout Vas-y, d'abord, poursuis. donc on est donc dans la collection Vinifera, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Corbéran qui est au scénario, et là pour cet album-là, c'est Alexis Robin qui est au dessin et à la couleur. On se situe donc à Pompéi en l'an 79. Le Vésuve commence à donner des signes d'agitation. Et on va suivre certains personnages, dont notamment une jeune et riche veuve pompéenne, Ursina, qui est... Ursina. Ursina. Ursina Andrés. Mmh. Elle est chaude comme la braise, elle est belle comme le jour. Comme l'Etna, quoi, finalement. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, forcément, il y a des vieux lubriques qui ont envie de se la taper, mais elle se donne avec joie à certains et elle se refuse obstinément à d'autres. En même temps, si c'est nul, tu peux faire un pitch court, non? Non. Ah bon. Là, Pardon. c'est la partie qui est bien. Ah. Voilà. Et donc, ça crée des tensions. Tensions dont certains personnages vont faire les frais. Un certain Valérius, fils de Lucius. Lucius qui était donc
excellent vigneron de la région. Il avait une méthode de vinification exceptionnelle dont il ne veut pas donner le secret. Il va finalement céder certains vins, il les vend notamment à Ursina, mais pas à d'autres. Donc du coup, il va s'en faire voler. Enfin, on va avoir tout un jeu d'influence et de trafic et de vol et de voilà des choses comme ça autour du vin, donc qui est absolument exceptionnel. Et en trame de fond, le Vésuve qui fait brrr. Voilà pour le pitch. Parle-nous maintenant du dessin. Je construis bien, je t'aide à soutenir ton propos. Parlons du dessin. Inégal, inapproprié et inutile la plupart du temps. Kyo, le dessin. Pour une BD, c'est chaud quand même si le dessin est Non, inutile. Quoi. Non mais on va vraiment construire le truc pour aller assez vite. T'essayes Kyo, le dessin. de trouver tous les adjectifs avec in ou Non, j'en avais d'autres. Hein, mais... Bon, le dessin, Racoleur. il est. Bah, non, la couve est racoleuse. Mais, La couve est racoleuse, et le dessin en plus n'est pas comme ça. mais oui, mais ça arrive souvent. Mais le dessin est. Bon, moi, je trouve que ça fait un peu vintage vieux. Ouais. Voilà, ça fait vieux. Alors vintage, c'est le joli mot pour dire vieux. Donc là, c'est vieux. C'est vieux. Pour moi, ça fait vieux, ça fait. Ça Ouais, fait daté. ça fait daté, Clairement voilà. daté. Et c'est pas. Et avec des cases qui sont franchement ratées, et le mouvement qui est pas bon. Non, mais on parlait juste du dessin. Après, on parlera du. qu'est-ce qu'il nous fout Corbéran là au milieu là? C'est un bon scénariste d'habitude Corbéran. Ouais, Qu'est-ce mais qu'il là, C'est branle lui, là Château Bordeaux aussi. Hein. Mais oui, mais oui. depuis qu'il s'est foutu dans le vin, il Voilà. Il Alors, boit. il coule, quoi. Il boit. coule. En fait, il veut picoler gratos ce mec là, c'est ça? Donc vous Par moi, les disiez tout à collections l'heure sur le vin, que- ça aide. Hein. Vous disiez tout à l'heure que Jacques Glénat était amoureux de vin. Je pense qu'on lui vend de la piquette là avec ce genre de produit. Et on joue sur sa corde sensible. C'est franchement pas bon. Enfin, toute Le la scénar. collection est pas bonne. Le Après, scénar, on va pas s'attarder trop il y longtemps a sur un truc rien- il y a mauvais. rien- il y a rien sur le scénar. Il y a rien. On a des trucs mis en express. d'après. Non, mais il n'y a rien, vraiment. Sur le scénar, il n'y a rien parce que. Il y a rien. Là où sur Château Bordeaux, tu vois, tu avais encore à un moment donné, je vous rappelle juste l'intrigue, elle reprend un truc de Bordeaux. Un vins- château, ouais, mais les Bordeaux qui ont connu donc justement un domaine. c'est le phylloxéra, c'est ça qui les Ouais, a. c'est ça. Ouais. Et en fait, ils retrouvent une partie des cépages qui étaient sur une île, donc ils n'ont pas été touchés. Et entre guillemets, là, il y a du fond, quoi. Mais là, sur le vin que fait le mec avec ses amphores, il a un secret. Mais c'est une Mais on collection. sait- Et c'est une quoi collection- le secret C'est une collection qui a une volonté Non, mais- historique, qui a une non, mais volonté qui a une volonté- culturelle. Est-ce mais- que ça marche au Mais moins oui, mais là-dessus? sauf que dans ce Alors, cas-là, pour des trucs quand même. donne-nous le secret, quoi. Voilà. Alors le Y a rien. Le petit secret, c'est qu'il le fait vieillir par rapport à d'autres. Voilà, mais en fait, pour le faire vieillir à l'époque, on pouvait pas parce qu'on n'avait pas des méthodes de vinification qui étaient suffisamment bonnes. Donc voilà, lui, il a un système de voile, un petit peu comme les vins de voile, qui lui permettent d'obtenir un vin qui est déjà naturellement un petit peu plus sucré et plus agréable en bouche, alors qu'à l'époque, il fallait rajouter à bloc d'épices, etc., pour que le vin soit buvable. Ça n'avait rien à voir avec le vin qu'on boit aujourd'hui. On a à la fin du livre, et c'est le seul intérêt de cet ouvrage, il faut arracher les pages relatives à la bande dessinée et il faut s'intéresser au dossier vin qui est à la fin, qui lui a un apport culturel intéressant, de la même façon que vous pourriez ouvrir un Picsou Magazine ou un Okapi avec un dossier sur un sujet. Bon, là, Ouais, un mais petit c'est peu dans, plus que c'est dans le Okapi. dossier, c'est pas dans la BD, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est dans le dossier, c'est pas dans la BD. C'est-à-dire que vous prenez un article Wikipédia ou je sais pas, ou un documentaire quelconque et vous avez l'information. La partie bande dessinée, elle vraiment ne sert à rien là-dedans, quoi. Vraiment, c'est terrible de dire ça. Hein. Je suis le premier désolé. La seule partie intéressante du livre, c'est son dossier. Bon bah donc lisez Les Gouttes de Dieu si vous voulez lire d'une BD Tu bonne nous en as déjà sur parlé, le vin. ouais. Bon. Mais il y avait aussi le Davodo qui était sur le Ouais, vin. les ignorants. Oui, les oui, ignorants. Et sur la ignorants. BD. Et sur la BD. Et sur la BD qui était pas mal, quoi. Bah ouais, ça parlait de BD. On en et a de vin, 2-3 donc, qu'on avait oui, non, déjà mais il y en avait chroniqués d'autres. qui étaient Le bien. Fred Bernard qui était assez sympa, pas Tout à aussi fait. bien, mais qui était plutôt cool. Très bien. Enfin bon, il y a du livre sur le vin intéressant. Je ne sais pas ce que Et donnera il y a du cette- vin intéressant aussi. Voilà. Bon, on va passer à des trucs plus rapidement, mais quand même plus sympas, j'espère. Alors, plus intéressant, on va passer, je pense, dans ce cas, directement sur les tiens, non Ah, si tu Allez. veux. Non, mais ça va, je vais quand même en parler. Donc, Ayakashi, Il y a qu'à acheter. la Tu l'as pas légende, lu, ta gueule. la légende des 5 royaumes Ah. de Izu Vanra. Alors, Vanra, on a déjà lu une série
Oui, on avait déjà eu le tome 1 déjà d'Ayakashi, puis on avait eu une autre série qui était pas mal. Je me rappelle plus, non, je l'ai plus en tête, désolé. Qu'est-ce qui se passe? On est aux alentours dans les Et Izu, c'est le frère, 18. d'Horizon, juste pour info. Voilà. Hein Izu, c'est le frère de Xavier d'Horizon, c'est Guillaume d'Horizon, je crois. Voilà. Un truc où vous voulez Ok. dire. Ouais, voilà, c'est juste pour l'info. Vas-y. Donc le Japon on est en 1702, est en proie donc aux Ayakashi, qui sont en fait des créatures démoniaques, et on va suivre justement l'histoire des différents clans qui ont plus ou moins des magiciens, plus ou moins des personnes qui ont des pouvoirs qui leur permettent de combattre justement ces Ayakashi, et les luttes entre les clans pour prendre justement soit le pouvoir, soit des ressources qui leur permettraient justement de gouverner les autres. Enfin, on est sur une histoire de lutte, les Ayakashi sont un peu le prétexte. Voilà. Autant le premier tome avait un côté intéressant, moi j'avais trouvé ça assez fun, parce qu'il y avait donc du fight avec de la magie, des pouvoirs démoniaques, certains qui en avaient, d'autres qui devaient les contrôler. Bon, c'était pas non plus une originalité de ouf, mais ça fonctionnait. Là, je me suis retrouvé avec une bataille entre un clan, on va dire, installé, et un clan de pirates. Une bataille en fait donc avec des pirates qui sont sur des bateaux, mais qui ne se passent même pas sur des bateaux. En fait, tout se passe dans la ville. Et en fait, j'ai trouvé ça chiant à mourir, quoi. Donc, Ayakashi, je pense que c'était là aussi une fois le dernier. Ayakashi disparaît. Voilà. Pourtant, ça reste toujours très, très sympathique graphiquement. Ah, mais graphiquement, c'est très joli, mais au niveau scénaristique, là, j'ai été un peu. Voilà. Ils sont bien un peu à côté. Ok, on va pouvoir tout de suite passer à Daredevil. Nous allons vous parler du tome 5 et 4. Donc là, je vous ai mis la couverture du 5, parce qu'ils sont à l'envers, c'est pas grave. De Daredevil. Daredevil, pour vous rappeler, la série avait été relancée par Charles Soule au scénar et divers dessinateurs, dont Ron Garney et Goran Suzuka principalement. On n'avait pas trop aimé les premiers tomes de la série, ça nous avait pas mal déçus. Non, avec le mec à 10 doigts. Avec le mec à 10 doigts. Le précédent avait commencé à nous ramener un peu notre intérêt, parce que Charles Soule est un juriste, et Daredevil étant un aveugle qui est un super-héros parce qu'il a des super sens derrière. Voilà. Sauf que entre la fin de ce qu'on avait lu du Daredevil j'ai oublié le nom du scénariste, de Mark Waid, et l'arrivée de Charles Soule, d'un coup, pouf, tout le monde a oublié qui il était. C'est-à-dire qu'avant, Daredevil vivait à Los Angeles, il avait déménagé à Los Angeles, et tout le monde savait qui il était. Là, d'un coup, il est revenu à New York, plus personne ne sait que Matt Murdock est Daredevil, et il est devenu assistant du procureur. Ça a pas mal changé, mais plus personne ne le sait. On voit qu'il y a des gens qui ont des doutes et tout, on se dit, bon, ils ont fait un coup de truc magique, etc. Le premier arc dans le tome, dans le tome 4, va nous expliquer totalement comment est-ce qu'il a réussi à faire oublier à tout le monde. Et c'est une histoire qui tient la route. Ouais. Ça marche. Ah bah ouais, ils ont évité les trucs cosmiques de machin chose, ou comme ils avaient fait avec Spider-Man à une époque où c'était Mephisto qui avait fait ouais, tout le monde a oublié que t'étais marié, que t'avais une femme et tout. Mais par contre, il faut une petite référence justement à ça. Oui, à ça, oui. J'ai trouvé ça très drôle. Un petit clash derrière. Bref, quelque chose qui marche plutôt bien, avec, on le voit sur la couverture et puis sur le titre, avec l'homme pourpre au cœur de l'histoire. Et en plus, comme il y avait un arc avec les enfants de l'homme pourpre, c'est super intéressant, ça marche bien, ça reste super héroïque, ça reste de l'action, et c'est efficace. Le tome 5, lui, va... Oui. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment... ils ont même trouvé une raison pour que Daredevil soit obligé de raconter comment est-ce qu'il en est arrivé à ça. C'est que c'est pas gratuit, c'est pas juste d'un coup on te raconte, tiens, mais comment est-ce qu'il a fait pour redisparaître aux yeux de tous. C'est à propos, ça tient la route à ce moment-là qu'il nous le raconte. Le tome 5, lui, va revenir sur quelque chose de juridique, et de la part de Charles Soule, qui était un juriste, on s'est dit, putain, le mec, il nous parle d'un gars qui a avocat le jour, super-héros la nuit, on s'attend du scénar qui va un peu toucher sur la loi, quoi. Bon, là, en gros, il se lance dans un grand combat pour permettre aux super-héros de témoigner en restant anonymes. C'est-à-dire qu'en gros, permettre aux super-héros... Garder leur masque. Ouais, permettre aux super-héros, une fois qu'ils ont arrêté le gars, d'aller témoigner, c'est-à-dire de pas le laisser devant les flics en leur disant démerdez-vous. Et les gars se faisaient relâcher la plupart du temps parce que il y avait pas de preuves, ils avaient été arrêtés illégalement, tout ce que tu veux. Et donc il va aller à la Cour suprême carrément pour essayer de faire tenir son dossier. Et donc t'as un scénar assez juridique avec un peu de fond quand même et de l'action et tout ce qu'il faut qui fait du bien à Daredevil.
Ils ont réussi à trouver un juste milieu entre la veine qui était très polar de Bendis et la veine plus super-héroïque de Mark Waid. Et ça marche pas mal. Le dessin reste un petit peu en deçà de ce que j'avais apprécié. Il y a quelques planches sympathiques. Je crois que c'est celle de Ron Garnet à la fin qui Ouais. sont pas mal. Au milieu, il y a des moments où j'ai eu des pages où je faisais quand même une sorte de... Il y en a des sublimes aussi, hein, mais Oui. il y a les auteurs qui se succèdent et c'est vrai que C'est assez inégal, quoi. c'est assez inégal. Bref, Écoute, Daredevil, ça marche. voilà. Ce Daredevil, franchement, pour le coup, plutôt content du retour. Et on vous parlera de la suite. Ça Daredevil finit Legacy. bien, on va dire. Voilà, la suite, qui est une sorte de relaunch, mais on en parlera plus tard, peut-être pas en express pour le coup. Ouais, parce que là, quand même, c'était quand même bien mal parti, Alors, cet un arc-là. relaunch, un reload ou un reboot? C'est une sorte de mélange entre... En fait, c'est pire que ça. C'est qu'ils reprennent la numérotation à partir du numéro 1. Donc, ils en sont au numéro 580 et des brouettes, alors qu'ils en étaient au numéro 25. Enfin, c'est les Américains. Mais je pense qu'il faudrait faire des fois une sorte de petit... Manif? Une spéciale, en fait. Ouais, on invite Cédric le commis. Et... Reload, reboot, relaunch, tout. Tu vois, on Ouais. fait toutes les versions, en fait. Ouais, pour Avec des expliquer- exemples, tu vois, ce serait top. Bref, merci de nous avoir écoutés jusqu'à cette heure tardive de la nuit. Merci aux quelques personnes qui sont encore dans la chatroom. Vous êtes bien entendu, tiens, je suis en train de cacher, Jérôme avec les feuilles. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission pleine de bandes dessinées. On espère que vous avez apprécié notre présence à 4, que ça n'a pas trop rallongé les émissions. Je verrai ça après derrière. Que ça a enrichi en tout cas notre propos. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, comme ça vous serez au courant de quand on enregistre. Vous aurez une petite alerte sur votre smartphone qui va vous dire « Oh mon Dieu, ils vont enregistrer !» Je crois que c'est cloche, pouce, croix... Non, c'est cloche. Cloche, ouais, c'est cloche pour être au C'est courant. cloche pour avoir une notification. D'abord, en fait, il faut vous abonner à la page. Et une fois que vous êtes abonné, vous tapez sur juste la petite cloche qui est à droite de l'abonnement pour avoir une notification qui vous tombe en Et dessus. vous allez voir, on va pas vous harceler. Hein. On est pas Franchement, violent. on n'est pas virulent comme d'autres. Voilà. Merci encore à vous, merci encore à Evelyne. Et franchement, Evelyne, la prochaine fois que tu viens, si tu veux des trucs à dire, tu prends un micro, tu te mets devant la caméra, parce que je suis sûr que tu as des trucs intéressants à dire. Après, on n'est pas obligé de le brancher, le micro, hein, mais au moins tu auras ton micro. Voilà. Merci aux gens qui nous ont écoutés en live. Donc, Randall, qui nous a rejoint un petit peu plus tard, mais qui Ouais. est présent, Amandine. Et le quatrième, je ne sais pas qui c'est. Le mystère. C'est le mystérieux. Manifeste-toi, numéro 4. Qui es-tu, mystérieux? Écoute. Est-ce que ça serait Gaël ou pas? Ah. C'est pas. Ah, ben dans ce cas-là, c'est bon, il va bientôt rentrer. On va bientôt le lâcher, on le libère là. Il est libéré, délivré. Il va faire les 200 mètres qui le séparent de la maison. Allez, à bientôt, merci encore. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous.